Quand on lance une conciergerie ou comme n'importe quelle activité d'ailleurs, on est vraiment dans l'action immédiate, trouver des clients, gérer les réservations, faire tourner l'activité. Donc le juridique, ça semble secondaire. On se dit, je le ferai plus tard, quand j'aurai le temps, mais parfois, le plus tard, c'est souvent trop tard. Ben exactement, si tu gères le bien pour le compte d'autrui, tu commences à percevoir des loyers, tu signes des mandats, là tu bascules dans des activités qui relèvent de la carte G. Donc, alors, tout dépend. Parfois, on est dans l'illégalité la plus totale et parfois, on est dans la zone grise, tout simplement. Et lorsqu'elles encaissent des loyers, publient des annonces ou signent des mandats, là, il leur faut la carte G. Mais si elles se bornent, comme c'est souvent le cas au départ, à juste s'occuper du ménage, de l'accueil et de la remise des clés, là, en effet, on n'est pas dans le cadre de la gestion en tant que telle. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Conciergerie de rêve. Aujourd'hui, on accueille un invité de marque, une invitée de marque pour être plus précis. Aujourd'hui, on va accueillir Coralie Davin, qui est une ancienne notaire, fondatrice d'une plateforme dédiée à la compréhension du droit et qui est aussi formatrice auprès des professionnels de l'immobilier. Alors, son credo, c'est rendre le droit simple, concret et utile pour tout le monde. Alors, avec elle, on va parler de sujets très sensibles et aussi tellement essentiels pour nous qu'ils ont de la location courte durée, puisqu'on va parler du cadre légal dans la location courte durée entre liberté, responsabilité et bon sens. Salut Coralie. Salut. Écoute, bienvenue à toi sur le podcast Conciergerie de rêve. On est vraiment ravis de te recevoir aujourd'hui. Écoute, j'espère en tout cas que c'est partagé déjà. Ben oui, Henrik, le plaisir est partagé. Merci à toi pour ton invitation. Écoute, on est vraiment content de t'avoir parce qu'aujourd'hui, on va parler justement de cadre légal, de juridique, bref, des choses qui d'ailleurs sont peut-être pas très sexy pour nous, entrepreneurs, agents Ah immobiliers, qui sont peut-être pas très sexy, mais pourtant tellement importants. bon. Alors, Exactement. je vais tout de suite rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. Coralie, on est ravis de t'accueillir, donc on va déjà te découvrir. On voudrait savoir un petit peu quel est un petit peu ton parcours. Alors, sachant que je vais le rappeler ici, mais tu étais donc notaire, qui est un métier qui est quand même très cadré, très institutionnel. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller créer une plateforme pour vulgariser le droit? Alors, tout d'abord, j'ai vendu mon étude dans un premier temps. Après, donc, j'ai beaucoup réfléchi donc à la suite à donner à cela et je me suis dit, avec du recul, que j'avais passé des années, si tu veux, à avoir des clients, un peu bloqués dans leur projet, parfois même, perdre de l'argent, simplement parce qu'ils n'avaient pas compris une règle de droit qui était pourtant simple. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit: «Le droit, n'est pas un ennemi, c'est un cadre, pour moi, qui doit permettre aux gens, de sécuriser, d'agir et de grandir», notamment pour les entrepreneurs. Et ma conviction, c'est que justement, toute personne qui se lance, qui a une entreprise, doit avoir, accès, hein, à cette sécurité juridique sans avoir besoin, d'un bac+5 en droit. Et mon rôle aujourd'hui, c'est plutôt de traduire, la complexité en clarté, voilà. Ouais, alors c'est vrai que c'est un sujet, je l'ai dit, hein, qui est pas très sexy, Non. euh, hyper essentiel. Mais c'est vrai qu'on va y revenir un petit peu rapidement ensuite Mmh. sur ce que tu as monté. Mais c'est vrai que l'idée de vulgariser un petit peu tout ça, d'expliquer aux entrepreneurs les règles un peu juridiques, le cadre dans lequel ils doivent travailler, Mmh. c'est hyper important. Alors, je vais rester sur mon parcours, mais tu as choisi de quitter une profession alors prestigieuse. Moi, j'aime bien dire ça parce que c'est un métier qui est très ouais, qui est très Mmh. apprécié, en tout cas où on a un regard assez ouais, institutionnel, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, tu as décidé de quitter un peu cette profession pour t'adresser au grand public et aux professionnels. Mmh. Alors, comme à d'autres qui ont créé ce type de plateforme, est-ce que c'est finalement pas un pari un peu risqué pour ta carrière, pour ton avenir? Qu'est-ce qui t'a Alors fait que tu es lancé là-dedans?
Alors c'est sûr que tu te doutes que tout le monde a pensé, ma famille compris, que c'était un pari risqué en effet, mais moi, ben, j'avais pas du tout ce mindset-là quand je me suis lancée, ben, parce que déjà, je peux toujours redevenir notaire hein, un jour si je le souhaite. La profession reste ouverte, je perds pas mon diplôme, donc jusque-là, pas de sujet particulier, mais surtout pour moi, c'était pas un pari. C'était vraiment une évolution naturelle par rapport à mes aspirations, si tu veux, actuelles. Le notariat m'a énormément apporté. C'est un métier que j'ai adoré et que j'adore encore. Il m'a appris ben, la rigueur. On en a. Chaque mot compte, chaque clause a des conséquences, chaque signature engage l'ensemble des parties. Et aussi, je le vois de plus en plus aujourd'hui avec le recul, il m'a enseigné aussi l'importance de la prévention et de l'anticipation pour justement s'assurer que les choses ne tournent pas mal par la suite. Donc, si tu veux, ben, pour moi aujourd'hui, je fais un peu la même chose que je faisais avant, mais autrement. J'ai pas quitté, pour moi, j'ai pas quitté ma mission entièrement, même si je suis plus officier ministériel et je revendique pas ce titre, mais je l'élargis et je l'effectue de manière différente. En tant que notaire, si tu veux, des fois, j'intervenais trop tard dans le processus de décision parce que les clients arrivaient déjà avec un projet, une idée bien ficelée, mal construit. Et mon rôle à ce moment-là était de minimiser l'impact négatif par rapport à une action qu'ils avaient déjà commencée. Et c'était des fois trop tard pour corriger certaines erreurs. Parce que si tu veux, ils venaient me voir quand il y avait le problème était déjà présent. Et aujourd'hui, j'interviens plus en amont, c'est-à-dire au moment où les décisions se prennent, que ce soit auprès, comme tu l'as dit, des professionnels de l'immobilier ou des particuliers qui agissent vite et qui ont besoin de réponses concrètes, immédiates, pas dans 6 mois, pas après 3 rendez-vous, mais vraiment tout de suite. Donc, bon, aujourd'hui, je rédige plus des actes, hein, mais je transmets par exemple aux conseillers immobiliers des outils pour que ces professionnels donc, puissent même structurer, sécuriser et développer leur activité en toute sérénité. Je les forme, je les accompagne, je leur donne les clés pour qu'ils deviennent autonomes, que ce soit pour eux et aussi donc pour la clientèle qu'ils accompagnent. Ouais, ouais, ok. Ok. On y viendra peut-être justement dans la prochaine étape, mais c'est vrai que du coup, tu t'adresses, je l'ai dit, aux particuliers et aux professionnels. Donc, Oui. quand je dis particulier, comprenons tous, je dirais plutôt investisseurs immobiliers. Est-ce que c'est ça ta cible? Non, j'ai vraiment des questions qui arrivent de ma plateforme de tous bords, pas seulement des investisseurs, aussi voilà, Monsieur Dupont, Madame Dubois, qui veut avoir une explication sur telle règle de droit. Alors, des fois, ils ont déjà consulté, ils ont déjà leurs conseils. Attention, parce que j'interviens pas à titre de conseil, mais si tu veux, c'est pour avoir un éclairage sur un point précis d'une règle, en fait, et d'un point très spécifique. Et si tu veux, ben, le notariat donc, m'a donné cette légitimité, une rigueur aussi et une vision un peu du droit systémique. Mais il me manquait quand même une proximité terrain, tu vois? Ouais, La ouais. réactivité et la possibilité de toucher aussi un public, plus large on n'a pas toujours les moyens ni le temps de faire quand on est notaire et qu'on a une étude et puis les gens n'ont pas encore, même si c'est plus démocratisé à Paris que dans certaines régions de France, d'aller voir, leur notaire, systématiquement, tu vois? Ouais. Ouais, ouais, OK, ouais, je comprends bien, je comprends bien. OK, ouais, en fait, tu es un peu, l'aide aux particuliers et aux professionnels en appui, en fait, c'est un peu ça. C'est un appui aux particuliers et aux professionnels, un appui juridique, Mmh mh. pour les aider à se
à prévenir les problématiques ou à résoudre des problématiques quand ça arrive un peu trop tard, quoi. Exactement, tu vois, et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait beaucoup, bon, d'entrepreneurs, que donc là, on est dans le milieu pro, de gestionnaires immobiliers, même des conciergeries, qui avaient un besoin criant de droit, entre guillemets, hein, mais qui savaient pas vraiment comment y accéder. Alors, déjà parce que ça leur semblait un peu trop cher, soit trop compliqué, et des fois aussi par manque de temps aussi. Donc, mon rôle Ouais. aujourd'hui, c'est de combler ce vide. Moi, ma plateforme, elle est digitalisée. Tout se fait en visio ou par appel téléphonique. Donc, il y a plus de fluidité. Il n'y a pas besoin de prendre un rendez-vous en tant que tel, physique, bloquer tel créneau des mois à l'avance. Et donc, c'est juste pour voilà, donner des outils supplémentaires et une autre méthode quand j'interviens dans le cadre des formations, par exemple. Ok, ok. Alors, je voudrais faire, du coup, beaucoup de personnes qui nous regardent sont plutôt entrepreneurs, alors je vais faire un petit focus là-dessus. Oui, Euh, bien sûr. alors, pourquoi déjà, selon toi, en introduction, on pourrait se dire là, pourquoi le droit, d'après toi, ça fait peur aux entrepreneurs? Pourquoi on en a tous peur à ce point-là, quoi? Et parce que le droit, même pour moi, ça a été au début présenté un peu comme une punition, une sanction, parce que on parle de ce qu'on risque en termes aussi fiscales, hein, surtout avec les instabilités qu'on connaît, mais on parle jamais de ce que le droit permet de protéger. C'est surtout l'aspect sanction et punition qui est appréhendé à travers le droit dans le sens que ça vous met des barrières. Attention, si vous franchissez la barrière, vous allez avoir une amende ou autre, par exemple. Alors que moi, dans le droit, je vois plutôt un outil de liberté. Quand on sait ce qu'on peut faire, comment le faire aussi, et comment se protéger en tant que professionnel, je pense qu'on agit avec beaucoup plus, on va dire, de sérénité. Et donc, mon travail aujourd'hui, c'est de changer cette perception. Le droit, D'accord. c'est vrai que si tu veux, même dans les médias, hein, on le présente toujours un peu du mauvais côté. Du mauvais côté. Dès qu'on parle droit, on entend amende, procès, sanctions, perte d'argent. Donc, on parle pas vraiment de l'optimisation entre guillemets. Ce terme, des fois, a même une mauvaise connotation, ou de ce qu'on gagne à bien le maîtriser. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. En fait, moi, Et tu as vas-y. utilisé un mot qui me plaît beaucoup, en fait, dans ce que tu dis, c'est que Mm. le droit, on a tous cette image de, comme tu l'as dit, de punition, sanction. Bon, Oui, malheureusement, c'est une des facettes du droit, je crois, oui. euh, De contrôler, parce que sinon c'est c'est droit et dans devoir, hein, donc c'est un petit pour peu qu'il n'y ait ça. pas l'anarchie, quoi. C'est ça aussi. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà, c'est nécessaire, mais je trouve ça intéressant que tu nous dises que cette partie très droit, etc., qui peut nous faire peur, puisque c'était l'objet de ma Oui. question, en fait, c'est aussi une partie de notre liberté, finalement. Je trouve ça super intéressant. Moi qui suis un peu un défenseur de la liberté d'entreprendre, la liberté des entrepreneurs, Mm. je trouve ça super intéressant que tu parles de ça sous cet angle-là. Alors, on a ce talk show pour en discuter, mais je trouve ça super intéressant Mm. et assez finalement presque motivant de se dire, OK, je vais travailler dans un certain cadre. Mm. Ce cadre, j'ai pas le droit d'en sortir, sinon effectivement, ça sera sanction punition. Mm. Euh, mais par contre, si je suis dans ce cadre, j'ai aussi tout un tas de libertés qui vont me permettre de créer, d'innover. Exactement. Et j'adore cette façon de voir parce que c'est la première fois que quelqu'un me propose cette façon de voir. Je trouve ça super intéressant. J'espère Ben, que ça plaira à ceux qui nous suivent. Par exemple, si je te donne un exemple un peu concret, un entrepreneur qui lancerait sa conciergerie, il entend parler de carte G, il va penser formalité supplémentaire. Pour lui, il va y avoir une alarme, ça va être négatif. Ouais. Attention, sans carte G, tu as des risques, 15 000 € d'amende, ça y est, il a peur, il veut plus le faire, il veut reculer.
mais personne ne lui aura dit, par exemple, avec une carte G ou même avec une carte T pour ceux qui font de la transaction, tu protèges ton activité, tu vas rassurer tes clients, tu peux signer des mandats, développer ton business. Donc voilà, il y a deux facettes en fait pour moi le droit. Alors pour beaucoup, et aujourd'hui c'est vraiment une contrainte punitive et non un cadre protecteur malheureusement. Mais je pense que quand tu sais tout ce que tu peux faire aujourd'hui, ben, tu vas plus avoir peur de signer un contrat, de prendre un client, de développer une nouvelle offre. Et vraiment, je pense que tu peux vraiment faire grandir ton activité dans tous les domaines et même d'un point de vue fiscal aussi. Tu peux vraiment optimiser tout ça. Mm. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais c'est super. Moi, je trouve ça vraiment génial comme point de vue. Et c'est aussi pour ça que je veux avoir bah voilà, des invités comme toi dans le podcast qui, pour nous donner justement une vision différente de tout ce qu'on peut entendre. Alors, je parle même pas des médias parce que c'est un sujet, mais c'est vrai qu'on a tous un peu cette crispation quand on parle de droit. Mm. Et je trouve ça super voilà, d'en parler sous l'angle. C'est une capacité, enfin en tout cas ça nous donne une capacité de créer, d'innover, et n'empêche que sans ça, bah, en fait les entreprises meurent tout simplement. Donc je trouve ça super d'aborder ce sujet-là. Alors j'espère que ça plaît vraiment à tous ceux qui nous suivent. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, je pense que ça va soutenir un peu nos paroles et ce qu'on dit ici. Alors, ce que je te propose, Coralie, maintenant, c'est de passer finalement dans cette première étape de ce talk show qui est donc le pitch. Alors, tu nous as déjà un tout petit peu spoilé, et moi aussi, je Mince. sur ton activité. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on comprenne exactement à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe quand on te rencontre. Bref, on veut tout savoir sur ton activité. Est-ce que tu es prête? Tu as 2 minutes à peu près, je vais dire maximum, pour nous expliquer tout ça. Alors, je te dis pas que le chrono est lancé, mais c'est presque ça. Est-ce que tu es prête? C'est parti. Je te Bon, laisse faire. allez, tu peux lancer le chrono. Alors moi, aujourd'hui, je forme les professionnels de l'immobilier et notamment les conseillers immobiliers, mais pas que, à maîtriser le droit comme un outil stratégique, hein, comme on vient de dire. J'interviens notamment auprès d'agences immobilières, par exemple, hein, en les accompagnant dans la préparation de leur compromis de vente. Mon approche, c'est pas de simplifier à outrance, hein, c'est pas le but, mais c'est juste de rendre le droit appropriable pour tous ces intervenants, pour chaque professionnel, et pour que chacun puisse s'en servir pour décider, négocier, et comme on l'a dit plus haut, enfin on en a parlé, c'est se protéger aussi. Alors pour moi, accessible, ça ne veut pas dire édulcoré, ça veut dire pour moi juste compréhensible et utile et utilisable. Je travaille vraiment sur 3 piliers, c'est la formation pour transmettre des bases solides, la prévention parce qu'un bon contrat, ça vaut mieux qu'un bon procès, et la pédagogie parce que le droit, ça doit être vivant et pas figé dans un code. Et quand je travaille, pour te donner un exemple, si tu veux plus concret, sur le compromis, je travaille avec mes partenaires en mode zéro charge mentale pour eux. Je cadre le montage, le calendrier, les clauses clés, tout ce qui est désignation, contenance, vérification de tout ce qui concerne la copropriété, urbanisme, servitude, diagnostic, parce qu'aujourd'hui, les règles se multiplient. J'anticipe tous les petits détails parce que c'est pas leur travail, eux, c'est des commerciaux, donc ils sont plus là pour vendre et rentrer des mandats et c'est leur activité principale. Et je pense que chacun aussi doit rester dans son périmètre pour être plus efficace et plus productif. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de le faire, mais c'est parce que en voulant être spécialiste dans tout, on est spécialiste dans rien du tout et pour moi, on ne fait rien de bien, mais c'est que mon avis. Et j'anticipe tout ce qui est petits détails, mention manuscrite en cas d'absence de prêt, tout ce qui est délai par rapport au droit de rétractation, et pour que voilà, ils aient un calendrier clair jusqu'à l'acte de vente définitif. Et pour eux, ça leur permet d'avoir des compromis prêts à signer, ça évite des retards, des renégociations de dernière minute.
quand le dossier a traîné 4 semaines ou plus, et ben mes clients, ils constatent des délais de réitération plus courts, moins d'allers-retours et des deals qui tiennent, quoi. Donc, je leur fournis des checklists, un accompagnement hotline. Ils ont mon numéro, ils savent qu'ils peuvent me joindre pour débloquer toute situation. Et c'est sûr que ça exige une réactivité. Il y a plus de proximité terrain et voilà, c'est ce que j'adore. Et leur apporter, voilà, tout ce que j'ai pu, si tu veux, acquérir durant ces 13 ans de pratique du notariat pour aujourd'hui qu'ils arrivent à le transformer au sein de leur activité, gagner du temps, prendre moins de risques et voilà, faire un business aussi plus durable de leur côté. Oui, Voilà. Je tout à crois que fait. Merci, je sais merci pas beaucoup. si c'est très clair, mais On est dans les 2 minutes en tout cas, donc c'est bon. Non, mais OK, super. Alors, du coup, tu nous as expliqué une partie, on va dire, transaction immobilière. Donc ça, c'est effectivement important pour nous mmh, parce que, bah, nos propriétaires, bah, vont devoir investir avant, de pouvoir exploiter le oui, bien. Donc c'est hyper important pour eux de pouvoir justement s'assurer que tout se passe bien, que ce soit le plus fluide, ne mmh, pas perdre du temps. c'est Le ça, temps, c'est de l'argent, clairement. exactement. Surtout Donc si tu achètes pour louer. voilà, et c'est vrai Ouais. que nous, nos propriétaires sont, bah, sont dans Mmh. cette optique-là. Ben, c'est ça. Mmh. Donc, effectivement, il ne faut pas perdre de temps à la transaction pour pouvoir enchaîner rapidement. Tu n'en as peut-être pas parlé, mais la partie travaux, mise en configuration. Et, après, C'est ça. et effectivement, après, de passer sur la partie gestion locative. Comment tu peux accompagner ou proposer de l'aide justement à des conciergeries qui vont superviser l'activité de location courte durée pour leurs propriétaires, avec Mmh. toutes les règles qu'il y a autour de ça, la copropriété, Mmh. la location de courte durée dans la copropriété. Enfin, voilà, tout ça, c'est des règles un petit peu complexes. Certains de, voilà, de mes confrères ne sont pas très au fait. Comment est-ce que tu peux les accompagner là-dessus, toi? Alors, ben, par exemple, des fois, je vais, par exemple, au sein même des agences et j'organise avec le directeur, le responsable, on organise une formation, si tu veux, ensemble sur les points, si tu veux, un peu les points, si tu veux, de questionnement qu'il a déterminé par avance avec ses conseillers, les problématiques terrain qu'ils rencontrent. Et moi, j'essaie de leur apporter une solution concrète et tout en restant évidemment dans les clous. Voilà. Ouais, tout à fait. Ça, ouais, c'est hyper important parce que c'est vrai que on a, Mmh. voilà, puis avec les différentes lois qui sont passées, on a Oui. effectivement plus d'attention à avoir auprès des copropriétés pour s'assurer que bah, tout ce qu'on va faire soit bien dans les clous pour le coup. Mmh. Ça, c'est vrai que c'est hyper important. Et donc ça, mes confrères là peuvent te contacter sur cette partie-là, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, bon, ben, sur Et mon tu les site accompagnes. internet, il y a la partie questions, mais il y a aussi une partie où ils me contactent directement pour des prestations particulières et on détermine tout ça, mon périmètre d'intervention ensemble. Et des fois, j'ai des questions aussi qui reviennent, qui ne sont pas de mon domaine. Donc là, je les redirige vers un avocat, vers des experts comptables. Si voilà, si c'est des sujets problématiques avec des problématiques différentes de ce que moi je peux apporter. Donc oui, qu'ils n'hésitent pas à me contacter bien volontiers sur mon site, voilà, pour un premier échange et de voir comment on peut collaborer ensemble. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dès le début, mais en effet, pour tous ceux qui nous suivent, vous pouvez retrouver donc Coralie dans les liens qui sont juste en dessous de la vidéo, là dans le descriptif. On laissera tout ce qu'il faut pour que Mmh. justement chacun puisse te contacter en fonction de leurs différentes problématiques. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et rejoindre Coralie. Ok, alors du coup, tu vois, dans toute la prestation que tu as expliquée, moi je trouve Mmh. ça super intéressant. Euh, Est-ce que ce que tu peux donner comme conseil, en tout cas quand on va te consulter, Mmh. est-ce que tout ce que tu vas nous expliquer, ça a une valeur juridique en fait? Alors non, attention, moi, comme j'ai rendu, si tu veux, ma robe de notaire et je suis pas avocate non plus aujourd'hui, même si, je pourrais l'être, je donne pas du tout de conseils. J'apporte des réponses, pédagogiques,
à des cas très généraux, souvent qui me sont posés en dehors du cadre des formations. Donc non, je donne pas du tout de conseils juridiques. C'est pour ça que lorsque cet aspect-là veut être abordé par le client, ben, je le mets en relation avec un avocat, avec un expert comptable, enfin, avec le professionnel qui est plus à même de répondre à sa problématique à cet instant T, si tu veux. Ouais, OK, OK. Ouais, Voilà. c'est très bien, en fait, on te contacte, bah, au préalable des problèmes, ça serait bien. C'est ça, exactement. Voilà, moi, mon travail, parce qu'au moment des problèmes, tu as besoin, ben, t'as besoin d'un avocat, t'as pas besoin de moi. Voilà. Après, pour tout ce qui est fiscalité, ben, pareil, ça impose une analyse globale et personnelle de la situation fiscale de chacun. J'ai pas mal de demandes là-dessus. Je les renvoie là vers un expert comptable, tu vois. Ouais, ouais, OK, Voilà. OK, OK. Mmh. OK, très bien, très bien. Mais écoute, Mmh. c'est clair pour nous. Mmh mh. Donc n'hésitez pas, je le répète, à contacter Coralie pour ceux qui ont des besoins, d'anticiper, en fait, vos sujets, en termes de Mmh. droit, hein. Tout se retrouve dans la description, vous hésitez pas à cliquer dessus et prendre rendez-vous avec Coralie pour ça. Alors, je vais avancer un petit peu dans ce talk, du coup, on en a Mmh. parlé un petit peu au début, mais c'est vrai que là, on peut le dire de manière un peu directe, parce que maintenant, on a compris ce que tu proposes, on Mmh. sait dans quel cadre maintenant on va échanger. Mmh. Franchement, la plupart des conciergeries, elles ne maîtrisent pas du tout les bases juridiques de leur métier. Mmh. C'est quoi? C'est une bombe à retardement, là? C'est quoi le souci avec ça? Ben ouais, je pense que c'est vraiment totalement, et je pèse mes mots, une bombe à retardement à l'heure actuelle, parce que tant que tout va bien, ben, personne ne voit le problème, les réservations tournent, les clients sont contents, l'argent rentre, tout est sous contrôle. Mais le jour où un litige surgit, un propriétaire conteste un mandat, un voyageur réclame des dommages et intérêts, ou même ben, tu fais l'objet de sanctions administratives, ben là, le manque de cadre juridique, là, ça devient un gouffre financier. Et ce qui est dramatique, c'est que tout ça, c'est inévitable, parce que la prévention juridique, certes, ça a un coût quand tu vas consulter un professionnel, te former, etc. Mais le contentieux coûte toujours beaucoup plus cher. Oui, 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 tu as raison. Alors, je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais anticiper un maximum, en fait. C'est ça, C'est un peu ça, finalement, ton message. exactement. C'est toujours, OK, OK, voilà, ça marche. anticiper. Et alors, d'après toi, c'est quoi un petit peu les 3 erreurs juridiques un petit peu fréquentes qu'on retrouve dans la location courte durée? Le sujet est assez large, mais c'est quoi un petit peu, d'après toi, de ce que tu vois, les 3 erreurs un peu courantes que tu vois? Alors, les trois erreurs, si on peut dire, ben, par exemple, une personne qui va gérer un appartement depuis 4, 5, 6 mois ou plus, tout va bien se passer et ben, le propriétaire décide qu'il n'est pas satisfait de vos services ou qu'il a trouvé une conciergerie moins chère tout simplement. Il conteste votre mandat et affirme qu'il n'a jamais signé certaines clauses ou pire, qu'il n'a pas autorisé certaines dépenses aussi. Donc, si vous avez un mandat qui est flou, oral, mal rédigé, ben, vous n'avez aucun moyen de prouver ce qui a été convenu avec votre client déjà. Donc, résultat, vous perdez le client, vous n'allez pas récupérer ben, vos commissions et vous risquez même d'être poursuivi selon votre activité pour une gestion non autorisée. Tout ça parce qu'on n'a pas pris le temps ben, de poser clairement les choses par écrit, par exemple. Ça, c'est un cas qui me vient à l'esprit. Après, le deuxième cas, parce que les gens sont de plus en plus procéduriers, un voyageur qui arrive dans le logement, qui estime à tort ou à raison hein, que les lieux ne sont pas conformes à l'annonce, la literie est défectueuse, il manque des équipements, il y a un problème d'hygiène, enfin. Et là, il va réclamer un remboursement ou même sans remboursement, des dommages et intérêts pour une partie du séjour. Et là se pose la question, qui est responsable? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est la conciergerie? Est-ce que c'est l'équipe de ménage? Si les responsabilités dans le contrat, si tu veux, n'ont pas été clairement délimitées entre la conciergerie et le propriétaire, ben, c'est la conciergerie qui va se retrouver en première ligne.
et elle va se retrouver, elle peut se retrouver à payer elle-même alors qu'elle n'est pas responsable du problème initial et que c'est peut-être un manque d'entretien ou autre de la part du propriétaire. Ouais, tout à fait. Après, il y a le pire scénario, c'est que vous gérez des locations sans carte professionnelle G, ou vous ne respectez pas tout ce qui est obligation déclarative maintenant, de numéro d'enregistrement, de déclaration en mairie, du respect du plafond des 120 jours, qui est la règle nationale. Mais la loi Le Meur, comme tu le sais, en 2024 a un peu changé la donne, et il y a certaines villes, dont Paris, a la possibilité d'abaisser ce plafond à 90 jours. Et donc, il y a beaucoup les contrôles se multiplient depuis cette loi. Et l'amende, Ouais. là, comme on parlait d'argent tout à l'heure, par rapport à combien peut coûter de faire appel à un conseil, un professionnel du droit ou autre, l'amende peut aller jusqu'à 15 000 € pour exercice illégal de transactions immobilières, et jusqu'à 50 000 € aujourd'hui pour tout ce qui est non-respect de la réglementation sur tout ce qui est meublé de tourisme. Parce que les villes sont de plus en plus à cheval là-dessus. Ouais, complètement. Et bon, je parle même pas de tout ce qui est nullité des contrats signés, ce qui veut dire pour vous que vous risquez de travailler pour rien, et vous ne pouvez même pas, dans certains cas, réclamer vos commissions, par exemple. Et ce que je trouve dommage, si tu veux, c'est que tout ça, on parle pas de situation exceptionnelle ou de cas de force majeure. Ça pourrait être tout à fait évité en posant des bases juridiques simples, accessibles, et qui vont demander certes un peu de temps et de rigueur au départ. Par contre, le temps que tout se mette en place, comme toute activité qui démarre et qu'on est en plein lancement. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Du coup, si je reprends un petit peu tes 3 points, le premier, c'est donc avoir un contrat, voilà, un contrat en bonne et due forme, un petit peu bétonné, Exactement. pour que ce soit Oui, clair entre, nos propriétaires et nous. exactement, Heu, tout à fait. avoir Voilà, et avoir donc en 2 finalement mais ça revient au contrat, c'est qui est responsable de quoi? Mmh. Et en 3, de bien respecter les différentes règles sur les obligations déclaratives, donc mairie, changement Mmh. d'usage, numéro d'enregistrement, nombre de jours quand c'est le cas, bref, de bien respecter un peu tout ça. Alors, on a parlé justement de carte G là dans tout ce que tu Oui. dis. Mmh. C'est vrai que c'est un vrai sujet pour les Oui. conciergeries. Oui. Euh, Alors c'est vrai que alors moi, pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai Mmh. lancé ma conciergerie sans carte G au démarrage. Mmh. Aujourd'hui, j'ai une solution qui me permet d'avoir, en tout cas d'exploiter des biens comme avec une carte G de nourrice. Globalement, je vais simplifier un peu le sujet. Mmh. Il y a plein de solutions qui existent justement pour professionnaliser les conciergeries. Ceci étant, tout le monde n'a pas de carte G parce que c'est pas la phase de leur entreprise encore, ou Mmh. certaines peut-être n'y ont même pas pensé d'ailleurs, ce qui serait un petit peu dommage. Alors, on voit justement ces conciergeries, mini-agences, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais pas de Tu vois, carte toi G. aussi, tu sais pas comment les nommer. Voilà, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on a des conciergeries qui, au premier abord, on pourrait dire que c'est un peu borderline. Alors justement, est-ce qu'on est dans la tolérance, la zone grise, ou est-ce qu'au contraire, c'est complètement illégal ce qui est fait par certaines conciergeries? Alors, tout dépend. Parfois, on est dans l'illégalité la plus totale, et parfois, on est dans la zone grise, tout simplement. Parce que, comme tu as dit, il y a certaines conciergeries, au départ, lorsque les services fournis, pour moi, excèdent tout ce qui est ménage, accueil et remise des clés. Et lorsqu'elles encaissent des loyers, publient des annonces ou signent des mandats, là, il leur faut la carte G. Mais si elles se bornent, comme c'est souvent le cas au départ, à juste s'occuper du ménage, de l'accueil et de la remise des clés, là, en effet, on n'est pas dans le cadre de la gestion en tant que telle.
Non, Vas-y, je te vas-y. disais comme tu l'as dit au départ, c'est que je pense qu'au début, elles lancent leur activité. Donc au début, elles se bornent à faire des activités qui ne rentrent pas dans le cadre de la carte G. Et puis après, c'est au fur et à mesure du développement de l'activité que ben, elles rentrent un peu dans cette zone grise où elles touchent à certains domaines où à ce moment-là, il leur faudrait en tant que tel la carte G, même si ça peut être exceptionnel, sporadique, que dans certains cas, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un petit flou qui peut se créer, si tu veux. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a l'étape où on en est dans son entreprise. Quand on C'est vient ça. de lancer, entre guillemets, ben, on a envie que ça démarre vite et que ça Mmh. produise vite. Donc la solution, je vais essayer d'être dans le cadre légal et tu vas pouvoir me confirmer ça. Mmh. La solution serait plutôt effectivement de rester dans des activités qui ne se rentrent pas dans le cadre de la loi Hoguet, maintenant on va pouvoir la nommer du coup, C'est euh, ça. qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, et donc de rester dans de l'activité de ménage, remise de clés, Mmh. supervision. Oui, exactement. Et Mais en revanche, quand l'activité se développe, on va pouvoir changer de gamme et penser à la carte G. ben exactement, si tu gères le bien pour le compte d'autrui, tu commences à percevoir des loyers, tu signes des mandats, là tu bascules dans des activités qui relèvent de la carte G. Donc fermer les yeux aujourd'hui, c'est exposer toute la filière à une fragilisation demain ça va pousser les autorités à durcir, à mon sens, les contrôles. Donc ça va pas être bénéfique pour l'ensemble, si tu veux, de votre activité, et ça, quel que soit le niveau, avec ou sans carte G. Ça va plus Ouais, créer de la méfiance, même des particuliers ou des gens qui peuvent faire appel à vous. Tu sais, ben, quand il commence à avoir certaines histoires, à être médiatisées, etc., il y a tout un débat après qui se crée, une polémique qui peuvent après faire peur aux clients, quoi, en fait. oui, Mm. c'est un peu le, ouais, ouais, effectivement, c'est un peu le pire des cas. Oui, Euh, voilà, là, je t'ai exposé la pire situation, mais Voilà, en tout cas, si aujourd'hui les personnes qui nous suivent regardent cette vidéo, c'est que mm, je pense que justement vous avez compris qu'il faut professionnaliser notre activité, mm, et ça passe par la compréhension du fait qu'on a une filière dans laquelle on travaille et qu'on doit, en tout cas à mon sens, moi qui suis pourtant un défenseur de nos libertés, mais en tout cas, on doit respecter cette filière, nos, nos, les différentes façons de travailler, et donc on doit voilà, faire en sorte que la filière soit valorisée et non pas saboter au travers voilà, des manières de faire qui seraient hors jeu. Euh, mm. voilà, tu n'en as pas encore parlé, mais voilà, encaisser des loyers quand on n'a pas la carte G, enfin, on est hors jeu d'ailleurs, tu vas pouvoir Ah confirmer. oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, et puis aussi, comme tu disais, là, et je pense que c'est très important pour la crédibilité de la profession, parce qu'on sait que malheureusement, par exemple, les agents immobiliers souffrent d'une mauvaise réputation qui, à mon sens, n'est pas fondée, et il faudrait pas que aujourd'hui votre profession en pâtisse de la même manière à cause de dérives de certains au départ, quoi, tu vois. Parce que Ouais, clairement, clairement. voilà, parce que les gens, ils ont tendance à, après, à faire des généralités et dans tout métier d'ailleurs, hein, et je trouve ça dommage, quoi. Ouais, ouais, complètement. Mm. Moi, je suis vraiment un Mm. défenseur du voilà, valorisons notre filière. C'est Euh, ça, exactement. Mm. Ne sabotons pas justement tout le travail qui a été fait, parce que c'est un travail de très très longue haleine qui Mm. demande énormément d'énergie, qui sont Ah d'ailleurs oui. pas dépensés par moi, pas par d'autres, enfin en tout cas pas par voilà, d'autres conciergeries, mais voilà, on sait qu'on a des syndicats qui nous lead, qui nous défendent auprès des autorités, etc. Je pense que on doit, déjà juste par respect par ce travail-là, parce que sans eux Mm. on serait pas là, je pense par respect par le travail qui a été fait, on doit valoriser notre filière, et la valoriser, c'est être professionnel, c'est être éthique vis-à-vis de Mm. ses confrères. Enfin bref, il y a tout un tas de sujets au travers de ça. Mais voilà, aujourd'hui, pour rester dans la partie juridique, effectivement, Mm. soyons professionnels juridiquement. C'est, d'après moi, hyper important pour la filière, pour la crédibilité de nos métiers, aujourd'hui et demain. Donc, Après,
Après, je comprends tout à fait, hein. On n'est pas là pour faire le procès de quiconque quand on lance une conciergerie ou comme n'importe quelle activité. D'ailleurs, on est vraiment dans l'action immédiate, trouver des clients, gérer les réservations, faire tourner l'activité. Donc, le juridique, ça semble secondaire. On se dit, je le ferai plus tard, quand j'aurai le temps. Mais parfois, le plus tard, c'est souvent trop tard. Et c'est ce que je disais aussi quand j'étais notaire beaucoup à mes clients. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est un truc qui coûte cher au final. Donc, effectivement, essayer d'anticiper un maximum. Voilà. Moi, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'accompagne des personnes qui veulent lancer leur conciergerie. Et d'ailleurs, vous avez un lien sous la vidéo si jamais vous voulez que on en discute ensemble. C'est vrai que quand j'accompagne les conciergeries, je leur explique effectivement d'anticiper un maximum de choses. Il y a une partie juridique justement sur ça pour justement se mettre tout de suite dans les meilleures conditions. Alors, on veut tous que ça fonctionne tout de suite, Oui, le plus vite ben oui, possible, etc. c'est Et tu l'as dit, normal. il y a des possibilités. Il suffit de se mettre en dehors de la loi au gay sur la partie Mmh, ménage, remise de clé, etc. Et c'est complètement possible. Donc, exactement. Mmh, voilà, soyons raisonnés, raisonnables, et tout va très bien se passer, quoi. Il n'y a absolument pas de problème. Nos métiers sont, enfin voilà, la demande est là, et je reviens sur ça pour mmh, nos conciergeries, mais la demande est mmh. là. Donc, il y a un vrai avenir en tout cas sur le sujet. Ben Euh, oui, parce que si tu n'encaisses pas de loyer, tu signes pas de mandat, tu rentres pas dans le cadre de la loi au guet. Donc, il y a quand même beaucoup de liberté à ce niveau-là qui est possible, comme tu as dit, dans tout ce qui est accueil, ménage, dans la prestation de service en tant que telle pour moi. alors, restons un petit peu dans la législation, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu la loi un peu française, alors je suis très Mhm. général quand je dis ça, mais c'est normal, elle protège les propriétaires ou les clients, hein, d'ailleurs, Mhm. je vais peut-être plutôt l'appeler comme ça, et peut-être trop peu les prestataires. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça Alors, pose un problème? Qu'est-ce que t'en moi, c'est sûr que il y a un déséquilibre qui existe réellement dans le secteur de la location de courte durée et historiquement, c'est toujours le propriétaire qui est protégé dans la logique que c'est lui qui confie son bien et son patrimoine immobilier, ce qui n'est pas rien par rapport à sa valeur. Donc, le propriétaire, il est considéré comme la partie vulnérable, entre guillemets, dans la relation. Il confie son bien à des inconnus. Il doit assumer des dégradations potentielles. Il peut être responsable d'un point de vue civil en cas d'accident. Donc, la loi lui donne des outils, donc clause de résiliation, caution, assurance, droit de regard sur l'usage du bien pour se protéger. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on a ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, je pense que tu as raison, il faut aussi protéger le prestataire qui assume des responsabilités sans toujours, comme tu l'as dit, avoir la reconnaissance juridique qui va avec. Aujourd'hui, les conciergeries, les gestionnaires locatifs, les intermédiaires jouent un rôle central dans tout cet écosystème de la location courte durée parce qu'en fait, ils assument des responsabilités énormes. La réputation du bien en ligne, ils coordonnent des équipes, donc ménage, maintenance, accueil, tu gères quand même de l'humain. Vous êtes quand même en première ligne en cas de litige avec un voyageur. Il peut y avoir, vous pouvez être tenu responsable en cas de non-conformité, de problème d'un point de vue sécuritaire. Donc, pour certains qui ont la carte G, ils encaissent des loyers, doivent les réserver. Et pourtant, leur statut juridique reste quand même flou. Est-ce qu'ils sont juste des prestataires de services? Est-ce que c'est des mandataires? Est-ce que c'est des gestionnaires? Pour moi, la frontière, elle est un peu poreuse. Et à cause de ça, ben, la loi ne les protège pas encore suffisamment à l'heure actuelle. penses? Ouais, Mm. ouais. Ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord sur le fait que la frontière, elle est pas si claire que ça. Il y a un Mm. certain flou sur la frontière. Alors, pour moi, ce qui est clair, c'est l'encaissement de loyer. Effectivement, ça, pour le coup, c'est très clair, c'est facile à identifier. À Mm. partir du moment où on encaisse des loyers, on doit avoir la carte G. Et donc, Mm. j'invite vraiment toutes les conciergeries qui nous Oui. regardent, euh, qui n'ont pas la carte G, n'encaissez pas de loyer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites pas ça, on est en jeu. Euh, Mm.
Donc, surtout, si vous le faites, ben, dotez-vous de la carte G, des assurances qu'il faut. Enfin, voilà, après, effectivement, on rentre dans autre chose. Mmh. Mais voilà, surtout, faites les choses dans les règles par rapport à ça. Et je trouve que ça, en tout cas, c'est un point clair. Il y a un Mmh. deuxième point qui me semble assez clair, il me semble que tu n'as pas évoqué, c'est le fait de pouvoir faire de la publicité pour le propriétaire, en tout cas de Mmh. publier son annonce en notre nom pour lui. Alors, oui, juste vas-y, je te laisse, Ouais, alors du coup, est-ce que pour moi c'est très clair, ça rentre dans la loi Hoguet? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es OK avec moi sur ça? pour moi, quand il y a quand même publicité, oui, ça rentre dans le cadre de la loi Hoguet parce que pour pouvoir faire de la publicité pour un bien, tu dois avoir un mandat. Tu peux pas, enfin, je vois pas comment tu peux faire de la publicité sans avoir, l'accord du propriétaire, pour ce faire. Ouais, et si Comment jamais tu on vois avait ça, toi? bah, en fait, si jamais on avait l'accord, ça veut dire qu'on devient, directement agent immobilier avec un mandat. Moi, Beh c'est comme ça. c'est moi aussi, je le perçois comme ça, on est d'accord. Et donc, si on fait ça, ben, on devient donc agent immobilier, donc on doit avoir la carte G et toutes les obligations qui sont nécessaires pour avoir une carte G, quoi. Donc, voilà, c'est un peu ma vision. Je sais que, voilà, je sais que toutes Mmh. les conciergeries n'ont pas mon point de vue. Mais voilà, on est aussi là pour justement partager nos points de vue, avoir justement ton point de vue, toi, en tant qu'ancien Ah, notaire, c'est super mmh. intéressant. Ben, moi, Euh, je suis d'accord avec toi parce que c'est comme ceux qui ont la carte T qui font de la transaction. Tu peux pas faire de la publicité pour vendre un bien si tu as pas le mandat, quoi. ouais, Enfin, c'est oui, oui, c'est clair. mmh, Moi, ça me paraît clair en fait, mais c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, il y a de la demande pour la conciergerie de location de courte durée, et dans certaines zones, c'est juste de la folie. Il y a deux conciergeries qui se battent pour 30 000, pour 30 000. Voilà, c'est juste, c'est de la folie furieuse dans certaines zones. ben, c'est bien, il y a un marché à prendre, donc c'est une bonne nouvelle, je trouve ça, ce que tu dis. Ouais, complètement, Mmh. complètement. Et du coup, ça veut dire que comme il y a un marché à prendre et que il y a beaucoup de demandes, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Ah non, surtout pas. Voilà, Et surtout pas. vraiment, on doit, si au début, on démarre sans carte G, Mmh. parce qu'on veut démarrer vite et il y a de la demande, mais ça, il y a pas de souci. Et si Oui. à un moment donné, on sent qu'on a besoin de faire de la publicité, d'encaisser des loyers, il y a d'autres Mmh. critères dans le hoguet, mais en tout cas, c'est les 2 qui me viennent à l'esprit, Oui. qui sont, les 2 les plus faciles à comprendre. Bah, c'est clair que si à un moment donné, c'est important pour ces conciergeries-là de le faire, dotez-vous de la carte G, quoi. C'est pour moi, vraiment indispensable. Et si je voulais rester sans carte G, eh bien, ne prenez pas en charge ces activités-là. Je pense que vraiment, enfin, on prend un risque juridique. On l'a dit tout à Énorme. l'heure, sur la Mmh. filière, de Mmh. crédibilité. Enfin bref, je pense vraiment que voilà, c'est la mauvaise manière de fonctionner que de faire ça. Et c'est hyper important voilà, comme je disais tout à l'heure, de respecter la filière. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus large que sa propre. Mmh. Que sa Euh, propre c'est personne, vraiment. oui. Mmh. Parce que je pense que si tu veux, s'il y a des dérives qui sont faites, ben, le gouvernement va avoir tendance à serrer la vis et résultat, ça va pénaliser là pour le coup la totalité de la filière, même ceux qui exerçaient leur activité sans carte G et en respectant le cadre il est défini. Et résultat, ben, on pourrait se retrouver à ne plus pouvoir exercer même sans carte G parce qu'il y a eu des abus. Enfin, bon, là je vais dans l'extrême, mais le risque peut être là aussi, tu vois. Donc, comme tu dis, le respect, la crédibilisation de votre profession, c'est très important. Ouais, tout à fait. Et justement, c'était un peu la question là, qui me venait à l'esprit. C'est quand tu regardes un petit peu bah, l'ensemble du monde de la location courte durée, alors avec tous les biais qu'on peut avoir, politiques, etc., tout ce qu'on veut, est-ce que tu penses qu'on va quand même sur une réglementation de plus en plus stricte du métier? Ou alors au contraire, il y a peut-être une petite ouverture, une petite fenêtre vers de la souplesse et une ouverture d'esprit en tout cas. Alors, ben, là, en ce moment, je dirais qu'il y a un peu les 2 en même temps, ces dernières années. C'est pas une contradiction, hein, c'est une évolution pour moi, logique du secteur qui va vers plus de règles dans la méthode, plus de souplesse dans l'exécution aussi. Mais, le cadre doit quand même être clair. Qui fait quoi? Qui paie quoi? Qui est responsable
qui est responsable de quoi, mais à l'intérieur de ce cadre. Mais je pense qu'il faut quand même laisser la liberté d'action aux professionnels pour s'adapter, innover, se différencier aussi de leurs concurrents. Mais c'est sûr que la loi Le Meur, je pense que tu es d'accord avec moi, va dans le sens de plus de contrôle, plus de sanctions, mais aussi plus de clarté pour les gens qui jouent le jeu quand même. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Mm. Alors, moi, je suis pas le plus grand partisan de cette loi-là. Je pense que tu l'as Ah non, compris. moi non plus, mais... Voilà. Cette loi, elle Mm, est là, donc on va faire avec, même si je mm, suis pas le plus grand fan. Mais mm. c'est vrai qu'elle change beaucoup de Ah choses. oui, Elle va énormément. pouvoir. Alors, un truc que j'aime bien, c'est de donner une boîte à outils aux différentes communes pour adapter en fonction de leur situation. Mm. Ça, je trouve ça bien parce que chaque commune, et pour le coup, c'est vraiment presque individuel à chaque commune gérera sa commune comme elle, en C'est fonction de ça. son territoire, quoi. Donc, ça, je trouve ça très bien, par contre. C'est-à-dire qu'il y a des communes sur lesquelles il est très bon de faire de la location courte durée. Et Ben, c'est leur demande. Et c'est leur ben, demande. après, moi, alors là, je suis sur l'adaptabilité des communes et du critère, enfin, et du critère des jours. Par exemple, on sait qu'à Paris, à Marseille, c'est passé à 90 jours au lieu de 120. Je trouve que le fait que chaque commune puisse un peu adapter ses propres règles en fonction des jours, ça crée, si tu veux, pour moi, un peu de flou, qui n'est pas la même règle nationale qui s'adapte partout, parce que du coup, ça oblige à chaque prestataire de vérifier ces informations, etc., au cas par cas, et on sait que des fois, ça peut évoluer un peu du jour au lendemain, quoi. Donc ça, pour moi, que ce Ouais. soit pas uniforme sur tout le territoire, je trouve que c'est pénalisant parce que là, tu vois, je serais, à part Paris-Marseille, je serais incapable de te dire, à Amiens, est-ce qu'on est à 120 ou à 90 jours, tu vois? Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait, Mm. tout à fait. Ouais, ouais, Mm. c'est un peu l'inconvénient C'est ça. quand on donne la main sur une boîte à outils à qui utilise quel outil. Et du coup, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose de moins harmonieux Mm. sur l'ensemble Oui, du territoire. Mais comme on parle de tourisme, parce qu'en fait, c'est de ça qu'on parle, c'est tourisme ça. d'affaires ou tourisme pour Oui. particulier, chaque zone est tellement différente Ah oui. Mm. que ça me semble compliqué d'avoir un truc harmonieux, et c'est ce qui a mené, je pense aussi à certains, et d'ailleurs ce qu'on voit encore aujourd'hui, hein, je pense Mm. à certaines applications de règles qui sont complètement délirantes. Aujourd'hui, Mm. enfin, je trouve que c'est délirant, mais voilà, enfin, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Mais je suis d'accord avec toi, mais tout ça, je pense que c'est dû à la pénurie du logement qui est rencontrée dans certaines zones. Par exemple à Paris. Donc c'est pour ça qu'on a réduit à 90 jours, tu vois, parce qu'il y en a qui en profitaient beaucoup Ouais, tout à fait, tout à fait. et qui préféraient louer 120 jours en Airbnb plutôt que 9 mois ou un an à un étudiant, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mm. Après, c'est un grand Oui, débat et c'est peut-être pas oui. l'objet d'aujourd'hui, mais Non, c'est le débat, je dirais, entre location longue durée et je dis versus courte durée. Je mets bien oui, versus parce que je trouve vraiment qu'il y a un vrai débat entre les deux oui. pour tout un tas de raisons. Certains vont préférer la longue durée parce que leur situation font que c'est ça qui est préférable. D'autres vont préférer la courte durée parce que leur situation, c'est ce qu'ils préfèrent. Je pense qu'il y a un vrai débat sur ça, Mm. et de croire qu'il faut que tout le monde fasse de la longue durée, c'est d'après moi une erreur. Ah non, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment chacun en fonction, parce que quand même, ça demande aux propriétaires de la gestion. Et puis, certains vont préfèrent, voilà, faire justement de la courte durée, notamment parce que je pense à une de mes clientes qui avait une maison qu'elle avait, si tu veux, découpée. Elle faisait de la courte durée sur un étage. Donc, elle était toute seule. Ça lui permettait de rencontrer des personnes différentes. En plus, c'était dans le sud de la France. Donc, c'était des gens qui venaient de pays étrangers. Donc, tu vois, ça l'enrichissait, elle, d'un point de vue personnel, de rencontrer des gens d'horizons totalement différents. Et elle n'avait pas du tout envie aussi d'avoir un locataire à temps complet, aussi pour cet aspect humain, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, il y a l'aspect humain, enfin, en tout cas, je veux dire, Mm. ce à quoi on aspire, je vais plutôt dire ça. Et Mm. après, il y a aussi
je pense à un truc un peu plus fondamental dans notre droit. Après, je laisserai les débats ouverts à ceux qui font ça, mais je pense qu'on a le droit d'utiliser nos biens comme on l'entend. Oui, aussi, je Dans suis un d'accord cas, avec toi. mais je dois avoir le choix entre faire de la courte durée et de la longue durée. Je dois pouvoir avoir le choix. On ne doit pas m'imposer l'un ou l'autre. C'est pour ça que je trouve que ce critère de 90 jours qui a été abaissé, c'est mon point de vue, je le trouve un peu restrictif, tu vois. Ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Et bon, après, Mm. on est en train de faire un débat que j'ai pas forcément envie de faire ici, mais On s'arrête. non, mais voilà, comme je le dis toujours, ce podcast est hyper libre, donc on va y aller. Mais voilà, pour moi, d'abaisser à 90 jours, c'est juste une aberration qui ne va pas Voilà. libérer de biens en longue durée, parce que c'était ça le Non. de départ. Mm. Donc, non seulement ça ne libère pas de biens, et en plus, Non. ça va sanctionner les personnes qui le faisaient occasionnellement Mm. pour arrondir leur fin de mois. Et là, pour le coup, sanctionner ces gens-là, je trouve ça complètement idiot. Et ça, c'est Et pas. puis, ce qui va amener, je pense, à des dérives, c'est-à-dire que il y en a qui vont s'affranchir de cette réglementation, donc il va pas y avoir des autorisations, et tout va se faire dans l'illégalité. Résultat, ça va être des voyageurs mal protégés, des voisins excédés, des collectivités dépassées, donc la réglementation, oui, dans le sens que des fois, ça permet de poser un cadre et de dire, si vous voulez exercer ce métier, faites-le bien. Là, c'est sain, mais trop de réglementation tue la réglementation et il faut quand même, pour moi, qu'il y ait dans la souplesse dans cet écosystème d'un point de vue économique aussi. Oui, oui, complètement, complètement. Voilà, donc c'était la petite parenthèse politique. Je savais pas si je pouvais parler de ça ou pas, du coup, mais. Alors, peut-être quand même pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que, en fonction des zones, des fois, il y a des règles qui sont différentes. Oui. Moi, je trouvais que c'était parfois une bonne chose. Toi, tu es plus pour Mm. l'harmonisation. Mm. Du coup, parfois, ça peut être compliqué de savoir quelle règle est dans quelle zone. C'est ça. Est-ce que justement, l'ignorance du droit ou de la réglementation, c'est une excuse justement dans ce secteur qui est devenu hyper complexe quand même? Ah ben non, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Donc absolument pas, tu peux pas te cacher derrière le fait, ah ben je le savais pas, j'ai pas reçu un courrier de la mairie me disant que c'est passé de 90 au lieu des 120 jours. En plus, aujourd'hui, avec l'avènement, on va dire, du numérique, de la digitalisation, tout est à portée de clic, articles en ligne, formation, webinaire, ressources juridiques accessibles. Donc, il n'y a plus d'excuses pour ne pas se former et dire je ne savais pas. Donc, le secteur de la conciergerie, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, on a connu une explosion rapide. La rapidité d'évolution impose à tous d'être informés, de se mettre à jour constamment parce que, comme on l'a vu, là, comme tu viens d'en donner l'exemple, la législation peut évoluer du jour au lendemain parce qu'il n'y a pas d'harmonisation. Donc, la maîtrise aujourd'hui du cadre juridique, c'est pas une option, c'est une nécessité. Et tu peux pas dire, ah ben, je savais pas. Ça va pas marcher, ça. J'ai tenté au travers de cette question. Alors, on l'a vu, on en a parlé tout au long de ce talk, mais on a dit que la carte G, c'était une manière de protéger, crédibiliser aussi la filière, on en a parlé. Alors, c'est vrai que c'est quand même vu aussi parfois comme une contrainte, et on l'a abordé déjà un petit peu dans nos échanges tout à l'heure, sur le fait que il va falloir avoir un certain nombre d'assurances, bref, il y a tout un tas de dispositions pour pouvoir bénéficier de cette carte G, même si elle est hyper crédible. Pourtant, ça reste quand même un certain obstacle, ou en tout cas une certaine marche pour des conciergeries. Est-ce que, d'après toi, justement, cette marche, elle est trop haute? Est-ce que certains parlent de carte C qui serait beaucoup plus adaptée? Qu'est-ce que tu penses du sujet? Alors moi, d'abord, c'est sûr que la carte G, je suis d'accord avec toi qu'elle est souvent perçue comme une lourdeur administrative déjà, un coût supplémentaire et pour certains, ça peut être même un obstacle à l'entrée dans la profession. Donc, et c'est compréhensible, surtout pour les petites structures ou celles qui démarrent. Mais en réalité, c'est avant tout une vraie protection pour la conciergerie, pour le propriétaire et pour le client final aussi.
Je pense que grâce à ça, on en a déjà pas mal parlé, ça crédibilise le métier, ça clarifie les responsabilités, ça rassure les propriétaires et ça donne confiance aux clients globalement. Pour moi, c'est une ceinture de sécurité. On peut rouler sans, dans certaines limites, mais le jour où il y a un choc, c'est à ce moment-là qu'on va regretter. Donc, pour un propriétaire, pour les propriétaires avertis, je ne sais pas si les clients ont la maîtrise de ces notions ou pas. Ça peut être un gage de sérieux et de confiance lorsqu'ils vont choisir une conciergerie avec carte G. Peut-être certains en font même un argument commercial. Toi qui es plus de ce domaine, tu me diras, car ils savent que leurs intérêts seront peut-être mieux protégés. Voilà. Donc, on va se dire, dans n'importe quel domaine, on va se dire, je choisis plutôt un professionnel certifié, labellisé, on va appeler ça comme tu veux, plutôt qu'un amateur. Ça nous rassure tous. Voilà. Donc, après, pour la carte C, là, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est une excellente idée parce que ça peut permettre justement de gommer ces frontières entre carte G et la conciergerie qui des fois offre des prestations qui ne sont pas purement adaptées à la carte G en tant que telle. Et ça peut aussi donner, il peut y avoir un espèce, un peu comme un label juridique, si tu veux. Ça peut être adossé à une formation minimale obligatoire, hein, comme c'est le cas aujourd'hui pour la carte T. Et ça montrerait même que c'est pas un métier facile. On va pas se lancer comme ça, s'improviser comme ça. Responsable, directeur, gestionnaire d'une conciergerie. C'est un signe pour moi de sérieux, de transparence et de professionnalisme. Et ça protégerait vraiment tout le monde, que ce soit les conciergeries elles-mêmes, les conciergeries sérieuses, et les propriétaires et les voyageurs. Parce que comme tu as dit, c'est souvent vu. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est vu un peu comme un métier accessible à tous, où la frontière entre prestation de services et gestion immobilière est un peu floue et ça peut entraîner des risques, des pratiques non conformes et malheureusement les conséquences qu'on connaît, quoi. Oui, complètement, complètement. En fait, c'est que, en effet, pour reprendre sur la carte G, en effet, je pense que la barrière à l'entrée est assez élevée, quand même, puisque pour avoir une carte G, il faut de la formation. Ça, à la limite, pourquoi pas, ça me semble cohérent. Il faut un certain nombre d'assurances. Il faut un certain nombre de garanties financières pour encaisser des loyers. Et c'est là, c'est là où il y a un sujet. C'est comme les cartes T. Il y a des cartes T où tu peux avoir la carte T et ne pas encaisser les dépôts de garantie dans le cas des compromis. Et tu peux avoir la carte T et ne pas pouvoir encaisser ne pas pouvoir encaisser de fonds, c'est-à-dire ce qui représente le dépôt de garantie quand tu fais un compromis. Et je vois qu'il y a de plus en plus, si tu veux, aujourd'hui d'agences qui, pour des questions, comme tu as dit, de coûts, ont la carte T, mais n'ont pas pris l'option, si tu veux, encaissement des fonds pour des questions de coûts et de responsabilité. Et là, du coup, les fonds du dépôt de garantie sont directement encaissés chez le notaire. Et là, en l'espèce, pour la conciergerie, ça serait encaissé par le client, par exemple. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'il y a, en tout cas, en termes pour abaisser les coûts, c'est vrai que d'avoir la carte G sans encaisser les fonds, mais en gardant la crédibilité, si je peux dire, de la carte G, c'est vrai que ça peut être une option. Je pense que l'idée de la carte C, c'est justement d'avoir une petite variante. C'est ça. C'est que les conciergeries, mais ça, c'est que mon avis, et justement à comparer avec des agents immobiliers peut-être plus traditionnels, mais plus soumis aux impayés. Et que du coup, en effet, on peut travailler pendant un mois et en général, on fait une facture le mois suivant pour tout ce qui est le mois précédent. Et donc, quand il y a un impayé, l'impayé est assez lourd, puisque du coup, c'est. Oui, bien sûr.
le temps de rattraper l'impayé, de le déclarer, de refaire des relances, etc. En réalité, on a bossé 2 mois presque. Ben, c'est ça, oui. Donc, effectivement, et c'est ça, c'est ce truc-là où on aimerait réussir à se couvrir, ce qui n'est pas évident, en tout cas, avec la carte G actuelle, c'est pas possible, en tout cas, si on n'encaisse pas les fonds. Et donc, il y a un petit Oui. sujet. Je vois l'idée que tu veux dire, c'est-à-dire pouvoir prélever directement sur les loyers, les prestations, entre guillemets, juste la somme qui vous est due, par exemple. Par exemple, c'est ça, c'est ça. Voilà, ça serait un bon compromis parce que du coup, ça, avec l'accord évidemment du propriétaire, mais ça permettrait peut-être plus de fluidité, que ce soit digitalisé, que ce soit après chaque peut-être prestation, mais après si vous facturez au mois, c'est différent. Donc, il peut y avoir, oui, il y a des possibilités et je pense que il y a possibilité d'innover dans ce domaine. Oui, oui, complètement. On voit des acteurs. J'en ai reçu d'ailleurs sur ce podcast un acteur qui proposait justement une solution un peu alternative, justement, qui permet de se protéger des impayés. Oui. Voilà, donc on voit ce genre de choses émerger. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que le monde de la conciergerie, c'est quand même un monde qui est assez récent, en tout cas beaucoup plus récent que l'agent immobilier. Ah oui, bien sûr. Et donc, du coup, aussi, donc plus jeune, donc avec un certain nombre de faiblesses, mais aussi avec une force qui est justement l'agilité, l'innovation. Et donc, on voit tous les jours des nouveaux acteurs arriver avec de nouvelles solutions, avec des propositions super intéressantes. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui va nous amener à évoluer. Et du coup, la question, ça va être effectivement comment est-ce qu'on rentre tout ça dans le cadre un peu plus général, comment est-ce qu'on respecte la filière, j'en ai parlé tout à l'heure, et bref, comment on fait élever la filière, comment on la fait monter en puissance, quoi, en mettant ces nouvelles solutions, ces innovations dans la filière, quoi, simplement. Ben là, je pense que c'est comme tu dis, c'est comme c'est un métier qui est en train de prendre forme et qui n'existait pas, et comme tout nouveau métier qui se crée encore aujourd'hui avec l'IA et autres. Donc, il y a pas mal aujourd'hui de choses à faire. Après, voilà, il faut que ce soit quand même fait bien, que ce soit cadré, que ce soit concerté, tu vois aussi. Qui est vraiment une vraie concertation au sein de votre profession. Je ne sais pas si un syndicat serait adapté, tu vois, comme il y en a dans notre profession, mais ça pourrait être intéressant pour vous rallier et aussi peut-être aussi peser plus d'un point de vue législatif, faire pour être aussi lobby dans certaines prises de décision. Oui, complètement. Hein. J'en parle assez souvent dans ce podcast, hein, justement. On a donc le SPLM, le syndicat des propriétaires de location meublée, qui milite vraiment très fortement pour nos professions. Et donc, j'invite évidemment tout le monde à rejoindre le syndicat parce que ça permet de soutenir leurs actions, soutenir leurs actions auprès des politiques, dans les différents litiges. Enfin bref, c'est une action qui est extrêmement forte et intéressante. On a comme autre organisme le CLF. Bon, après, il y en a plein d'autres, mais je vais en citer deux qui sont d'après moi assez influents. Donc, qui sont les conciergeries locatives de France, qui regroupent justement pour le coup véritablement les conciergeries. Donc, je pense que voilà, de rejoindre l'un ou les deux de ces deux groupes, en tant que conciergerie, je pense que c'est indispensable. Et se fédérer derrière ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, ce podcast aujourd'hui, justement, rejoint cette fédération-là, dans le sens où je veux vraiment que ce podcast, justement, permette aux différents acteurs déjà de se retrouver autour d'informations comme on peut avoir aujourd'hui, pour déjà se fédérer sur ce premier niveau qui est l'information. Peut-être la motivation pour certains aussi, hein, j'ai certains podcasts qui sont un peu tournés sur ça. Et après, effectivement, les différents étages de la fusée, si je peux dire ça, c'est effectivement information, formation, accompagnement, et puis après, fédération. Mais voilà, vraiment, ayez bien en tête ces 3 étapes de la fusée. Et pour le coup, voilà, abonnez-vous au podcast, j'en ai pas parlé au début, donc n'hésitez pas à vous abonner justement pour nous rejoindre dans cette première étape de la fusée, qui est vraiment pour vous d'accéder à des informations. Activez la petite cloche pour justement être informé de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur le podcast, et comme ça vous êtes sûr de rien manquer. Et effectivement, après, je parlais de formation, accompagnement, fédération, donc rejoindre un certain nombre de syndicats pour nous donner du poids, tout simplement. Exactement.
Je suis tout à fait alignée avec toi parce que je pense que vous avez aussi un rôle à jouer, je pèse mes mots, dans l'économie du pays parce que tout ce qui est conciergerie, ben, ça crée ben, des voyageurs, ça crée du passage, ça fait tourner les commerces de petites villes, comme tu dis, où il y a un besoin criant. Donc non, il y a vraiment un rôle à jouer, je pense, de plus grande ampleur, oui. Ok, ok. Mm. Alors, du coup, tu vois, on a parlé pas mal de droits, de règles, de carte G, carte C, c'est le Mm. sujet. Alors, c'est quand même pas hyper sexy, on l'a dit au début de la vidéo. Comment est-ce qu'on rend un peu tout ça un peu sexy pour les dirigeants de conciergerie qui n'aiment pas justement la paperasse, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'on n'est pas fan de ça. Bref, écoute, je dirais ben, en parlant humain avant de parler code. Et quand on relie le droit à la vie quotidienne et à des situations très concrètes, des exemples vécus, c'est là que ça devient passionnant parce que c'est plus du jargon abstrait, c'est du sens. Mais voilà, c'est de partir pour moi d'un problème qu'a pu rencontrer un client et pas de l'article de la loi. Et ça permet déjà de donner une autre approche. Donc après, rendre le droit sexy, c'est peut-être un grand mot. C'est pas le simplifier à l'excès, hein, c'est juste le rendre déjà intelligible. On doit sortir du jargon un peu trop juridique et adapter vraiment un langage opérationnel. Voilà ce que ça veut dire pour vous, voilà le risque, voilà la bonne pratique à présent à adopter. Et c'est exactement ce que font Ouais. toutes les équipes de direction juridique dans les grandes entreprises. Elles transforment le juridique en message court, pratique, visuel. C'est plus du droit descendant, c'est vraiment du droit utile aujourd'hui qui est proposé et intégré au quotidien de l'entreprise. Ouais, Donc tout à fait. Il y a pour une moi, certaine. c'est... Pardon, vas-y. Oui, pardon, c'est moi. Je disais, ouais, il y a une certaine proximité finalement à avoir. Mm. Effectivement, rendre sexy, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, Oui. de donner en fait une proximité pour que ça ait du sens pour les dirigeants de conciergerie, quoi. En fait, il faut qu'ils passent de la peur du droit à la culture du droit. Et ça, il faut que le droit soit rendu Ouais. visible, lisible et utile. Voilà. Que quand les dirigeants ben, comprennent qu'un contrat clair, c'est un business fluide, qu'une bonne clause, c'est une garantie de confiance, ben, ils vont plus voir cela comme de la paperasse, mais comme plutôt un levier de puissance. Et c'est ça la vraie arme sexy du droit, si on peut le dire ainsi, entre guillemets. Ok. Une dernière question avant de passer à la dernière partie de ce talk. On disait justement d'être plus proche de l'entrepreneur pour lui parler de droit et de juridique de manière plus humaine, parce que c'est le mot que tu Oui. utilisais. Est-ce que tu crois justement au fait qu'il y a une espèce d'intelligence juridique un peu embarquée dans des outils digitaux? Alors, on va parler d'intelligence artificielle, hein, selon assez clair. Oui. Oui. Euh, Est-ce que tu crois justement à ces modes de fonctionnement auprès de l'entrepreneur pour l'aider justement dans la partie juridique dans son quotidien? Alors, absolument. Moi, je crois que tout ce qui est IA, tout ce qui est, c'est l'avenir, hein, on peut pas l'ignorer. Aujourd'hui, les outils digitaux, ils évoluent très rapidement. Il y a l'intégration, comme tu l'as dit, de l'intelligence artificielle et l'intelligence juridique en temps réel devient une évidence. Aujourd'hui, il y a des contrats, des mandats qui s'adaptent automatiquement au contexte, notamment plutôt pour tout ce qui est transaction, mais ça va sûrement se développer dans votre domaine. Par exemple, si vous créez un contrat de gestion pour un séjour à Paris, l'outil va pouvoir intégrer la durée, le montant, des clauses particulières liées à la copropriété ou à la réglementation locale, parce qu'on a vu qu'elle divergeait selon les secteurs, sans que ben, le dirigeant ou la personne qui est en charge de cela ait à tout rédiger manuellement. C'est une mise à jour automatique conformément à ce qui est en vigueur. Aujourd'hui, ça existe déjà dans le notariat, dans tout ce qui est transaction avec des logiciels. Donc, ça va venir dans votre domaine.
Donc, gain de temps, sécurité maximale parce que c'est mis à jour et ces logiciels engagent aussi leurs responsabilités par rapport aux informations qu'ils vous délivrent dans le cadre des contrats que vous faites signer. Donc, ça, c'est important à savoir. Réduction des erreurs. Là, parce qu'il y a des alertes qui sont lancées. Moi, je travaille beaucoup avec ça, donc c'est pour ça que je peux t'en parler. Et adaptabilité en fonction des évolutions constantes. Et ça permet vraiment de se mettre à jour en temps réel et de garantir une conformité. Donc ça, je trouve ça vraiment innovant et salutaire. Oui. Ouais, tout à fait. Mais je te rejoins complètement. Je pense que on a déjà, pour les conciergeries, justement, qui me suivent, vous savez que j'utilise moi-même déjà beaucoup d'intelligence artificielle dans mon activité. Et je vous invite tous à l'utiliser parce que vraiment, alors, c'est assez spécifique dans le sens, en tout cas spécifique. Comme on est beaucoup de solopreneurs en tant que conciergerie, du coup, on est seul. Comme on est seul, il va falloir se créer une équipe même quand on est tout seul, ce qui n'est pas évident. Non. Et l'intelligence artificielle permet ça au travers des agents IA. Et donc, on va pouvoir justement, quelque part, créer une équipe autour de nous et qui travaille H24. Ça, c'est super intéressant. Bref, j'en ai parlé dans une précédente vidéo où on parlait justement de communication avec les voyageurs et pouvoir le faire 24 heures sur 24, mais le faire vraiment, ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment top, quoi. Donc bref, c'est une des applications de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu en parles aussi dans le cadre de la partie juridique. Et Oui. effectivement, je trouve que voilà, on doit s'appuyer sur tous ces outils. Et j'ai fort à parier qu'on aura des outils qui vont arriver pour nous appuyer sur cette partie-là, c'est clair. Ben, c'est certain, parce que ça existe, comme je t'ai dit déjà, dans beaucoup de domaines. Au début, c'est parti vraiment du notariat. Ensuite, ça s'est redirigé vers tout ce qui est agent immobilière. Elles s'en servent aujourd'hui pour leur contrat de location. Donc, ça va venir vers vous aussi. Il y a un marché qui va se créer, ça, j'en suis certaine. Et Ouais. voilà, j'espère que ça va même donner des idées à des gens qui nous écoutent, peut-être à prendre la main sur Pourquoi pas. ce chemin, ce long chemin qui les attend. Exactement, c'est le sujet du podcast, donc n'hésitez pas. Si ça donne des idées, surtout, lancez-vous si vous sentez qu'il y a un créneau, il ne faut pas hésiter. C'est ça. Ce que je propose, c'est qu'on a beaucoup échangé, enfin, c'était super intéressant, on pourra en parler des heures. Je propose qu'on passe à la dernière partie de ce podcast, qui est donc le quiz. Donc, le quiz, pour ceux qui nous rejoignent, c'est voilà, une séquence de questions assez courtes avec des réponses assez courtes aussi. Évidemment, tu peux rebondir et tu peux justifier un peu tes réponses. Donc, on va commencer plutôt par un vrai-faux. Et ensuite, on aura une petite séquence un petit peu courte de questions. Est-ce que tu es prête pour cette dernière partie? J'ai très peur, mais je suis prête, je ne vais pas me défiler. Ok, ça marche. Alors, c'est parti. Il y a des choses qu'on a déjà un petit peu abordées, mais on va pouvoir répondre à vrai ou faux. Ignorer la loi ne protège pas, et même avec la carte G. Ben oui, vrai, l'ignorance, c'est pas là une excuse juridique. Tu veux pas aller avec cette arme-là devant le tribunal, ça va pas marcher. D'accord. Alors, un truc qui se passe, qui arrive dans le monde de la conciergerie, un email vaut un contrat. Alors, vrai, mais sous conditions très strictes, c'est-à-dire consentement clair, objet précis, partie bien identifiée. La jurisprudence, tu vois, actuelle, elle évolue avec, comme la société évolue, elle a reconnu qu'un échange de mails peut valablement établir un contrat, un mandat, à condition que tout soit bien réuni dans ces courriels, même si c'est pas formalisé dans un document, on va dire, traditionnel. Et un mail peut constituer une preuve écrite recevable devant un tribunal. Donc, notamment dans les relations entre professionnels, où là, la preuve est libre. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Est-ce que les conciergeries doivent tous avoir une assurance juridique obligatoire? Oui, pour couvrir tout simplement les risques professionnels. Oui, tout à fait. C'est un point qui est un peu oublié d'ailleurs. La petite parenthèse, surtout protégez-vous de tous ces risques juridiques, hein, c'est important. On n'a pas eu beaucoup de réglementation finalement, de lois, de cadres juridiques, mais est-ce que ça freine l'innovation? Est-ce que tu penses que ça freine l'innovation? Alors, moi, je vais te répondre faux. Je vais te dire que c'est la structure et un cadre clair permet d'innover sereinement, tout simplement, pour moi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu dirais que le droit
Alors, finalement, c'est du bon sens qui est bien encadré. Ah ouais, j'adore cette formule, elle résume tout, même si on a certains débats sur certaines législations, mais oui, je dis vrai. Ok. Alors, tu sais que sur les conciergeries, on aime bien avoir des avis clients positifs. Oui. Est-ce que tu penses qu'un contrat bien rédigé, ça vaut une dizaine d'avis positifs? Ben, je pense, parce que c'est plus qu'un simple document administratif, c'est un levier déjà de fidélisation, de confiance. Alors qu'un avis client, ben, il peut être favorable, mais il reste souvent éphémère, volatile, alors qu'un contrat, c'est clair, c'est solide et c'est durable. Ouais, ok. Et ça engage. Oui, 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 c'est vrai. Voilà. Et alors justement, on parle de contrat. Est-ce que les propriétaires, ou du moins, je vais l'affirmer, tu vas me dire si c'est vrai ou faux, les propriétaires signent sans lire 80% du temps? Ah oui, vrai, vrai. Malheureusement, d'où l'importance de la pédagogie. C'est pas un phénomène qui est lié à la négligence, mais souvent un manque de temps, une conscience excessive aussi envers la conciergerie ou le professionnel à qui il fait appel et une méconnaissance aussi des enjeux juridiques. Oui. Ouais, tout à fait. C'est vrai que je rajouterais aussi que si vous avez la confiance de votre propriétaire, c'est vraiment parfait. D'ailleurs, commercialement, je trouve ça génial. Mm. Même dans le temps, en termes de durabilité, c'est génial. Mais ça n'empêche pas de faire des contrats qui soient bien ficelés et bien complets, quoi, hein. C'est Mm. hyper important. Et même si les propriétaires signent sans lire, bah, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas leur expliquer ce qu'il y a dans le contrat, quoi. Mm. Donc, je Oui. pousse vraiment les conciergeries. Moi, je sais que je fais ça tout le temps. Quand je sors le contrat, en fait, je le lis quasiment avec mon propriétaire. Ça, c'est ma façon de faire, mais voilà, c'est hyper important de bien Mm. expliquer au propriétaire ce qu'il va signer, parce qu'il va mettre sa signature au bout quand même, quoi. Donc, Mm. c'est engageant pour tout le monde. Donc, il Mm. faut savoir ce qu'on signe. Alors, on n'a pas parlé de ça tout à l'heure, mais est-ce que tu dirais que la justice est trop lente pour être utile aux professionnels comme nous? Ah oui, vrai. Donc, d'où l'intérêt d'anticiper pour ne jamais devoir se retrouver devant un tribunal, parce que là, vous y êtes pour juste une dizaine d'années facilement, si vous allez vers tous les voies de recours et autres subtilités. Donc oui. Ouais, tout à fait, sans compter l'énergie que ça prend. Et l'argent aussi, en termes, parce qu'il y a des avocats là à payer, on va pas se défendre tout seul, puis même d'un point de vue émotionnel, humain, avoir un procès qui nous pend au-dessus de la tête, je pense pas que ce soit une situation sereine pour un entrepreneur. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Mm. Je pense même que c'est l'un des cas, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, Mm. un cas les pires à vivre. Moi, s'il y a bien un truc, on peut être, tu vois, dans des difficultés financières, dans des Oui, difficultés c'est autre chose. opérationnelles, on trouvera toujours toujours des solutions parce Oui. qu'elles sont à notre main. Quand on Mm. est dans du juridique, enfin là, on est dans des trucs où ça va être, Mm. on n'est pas dans de la négociation, quoi. Ah Ça va être, non, parce que quand la machine est enclenchée, c'est trop tard, quoi. Tu peux pas faire marche arrière. Et même si, j'ai envie de dire, tu es dans ton bon droit, il y a quand même une appréciation souveraine des juges et donc tu peux pas préjuger de la décision, qui va être rendue. Donc, c'est difficile. Mmh. ouais, tout à fait, tout à Mmh. fait. Du coup, on parlait tout à l'heure d'anticiper un maximum. Alors, est-ce que justement le futur avec les outils IA et autres, est-ce que finalement c'est pas le juridique un peu en temps réel Alors là, je te dirais vrai, parce qu'avec tous les outils digitaux dont on a parlé, donc et pour moi, c'est un levier stratégique qui transforme la manière dont les professionnels vont maîtriser leurs obligations légales et sécuriser toutes leurs opérations de manière beaucoup plus fluide. Ouais, ouais, Mm. 100% d'accord. Ouais. Alors, on arrive sur les dernières questions qui sont plutôt des questions pour qu'on en sache aussi un peu sur toi et ce qui t'a un peu inspiré dans ton parcours. Alors, la première question, ça serait est-ce que tu aurais un livre, une ressource ou un mentor, quelqu'un qui t'a inspiré dans ton parcours et que tu voudrais nous partager ici? Bon, moi, comme tu sais, j'ai fait des études de droit, donc peut-être le livre qui m'a marqué, c'est Droit et simplicité de Jean Carbonnier. Donc c'est un texte un peu fondateur qui est écrit par un juriste qui pour moi avait compris que le droit n'a de valeur que s'il est humain et compréhensible. Et Carbonnier disait une phrase souvent que le droit est trop humain pour prétendre à l'absolu de la ligne droite.
Donc, tu vois, il allait loin. OK, OK, Et ça ça nous rappelle que le droit, c'est pas une machine froide, c'est quelque chose qui est vivant, qui est souple, qui évolue, hein, parce qu'il y a des nouvelles règles qui émergent. Il y a 30 ans, la conciergerie, ça n'existait pas. Donc, on voit que le droit évolue et sa force, pour moi, ça peut venir que de sa capacité à être compris, expliqué et approprié par ceux qui l'appliquent au quotidien. OK, OK. Quelle est ta potion magique pour réussir dans ton métier au quotidien? Ce qui te Alors, rend force? bon, moi, déjà, que ce soit dans ma vie, dans mon métier ou dans ma vie privée, c'est la curiosité. Je cherche toujours à comprendre avant de juger. Alors, c'est peut-être aussi un peu ma déformation professionnelle. Chaque client, chaque situation, chaque dossier, j'ai envie de te dire, est différent. Et je pense que quand on garde une certaine une ouverture d'esprit, on en apprend davantage, on reste toujours en mouvement, que ce soit en droit, en immobilier, en économie. C'est pour ça aussi qu'on en a parlé tout à l'heure. Rien n'est figé, tout évolue tout le temps et la curiosité, ça permet déjà de rester à la page, de ne pas m'ennuyer, tu vois aussi. Et l'envie surtout sincère de rendre service et pas juste vendre une prestation. Et je pense que tu es d'accord avec moi. On ne travaille pas dans le droit ou dans la conciergerie pour accumuler des contrats. On le fait pour accompagner, protéger, apporter aussi de la clarté. Je pense que voilà, on fait ce métier parce qu'on aime l'humain aussi. Oui, oui, très clairement, hein, c'est être dans l'accueil des voyageurs. C'est ça, voilà, c'est Dans rien de plus humain que ça. exactement, exactement, Mm. exactement. Qu'est-ce qui est ta kryptonite, les choses qui t'affaiblissent? C'est un peu, je dirais, rester figé dans des habitudes. On fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, même quand le monde autour de nous change. Vouloir, par exemple, ne pas utiliser aujourd'hui l'IA dans certains domaines, pas dans tous, je pense que c'est une erreur. Et dans un secteur aussi dynamique que la conciergerie ou dans tout autre métier lié à l'immobilier, si on refuse d'évoluer, c'est être condamné à disparaître, comme on en a parlé tout à l'heure. Ça, parce que ça veut dire que plus de créativité, plus d'adaptation. Et si tu fais ça, tu laisses ta place à tes concurrents qui seront plus agiles et plus éveillés que toi, en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mm. La dernière question du coup de ce quiz, qui est la question rituelle dans ce talk show. Mm. Qu'est-ce qu'une conciergerie de rêve selon toi? Alors, pour moi, c'est déjà la réactivité. Du terrain. Et ça, c'est dans tout métier, pas que dans la conciergerie, mais pour moi, la réactivité, c'est un pilier et la rigueur quand même du droit. Donc, une conciergerie, c'est une équipe qui sait accueillir avec le sourire. Déjà, c'est important parce que c'est des fois des voyageurs qui sont en vacances, donc qui sont là pour passer un bon moment. Aussi, une conciergerie qui maîtrise ses contrats, donc un équilibre entre professionnalisme et le plaisir de servir les gens. Donc, quand il y a rigueur et humanité qui cohabitent au quotidien, là, on atteint un niveau d'excellence. Et pour moi, c'est ça qui fait toute la différence et qui va permettre à la conciergerie de se développer et de rayonner et d'évoluer dans les prochaines années. Ouais. Merci Coralie, en tout cas, d'avoir joué le jeu sur ce talk show et à toutes les questions qu'on a pu te poser aujourd'hui. En tout cas, j'ai été vraiment ravi de te rencontrer aujourd'hui, d'échanger sur un sujet qui est franchement pas évident, qui est difficile à aborder, qui fait pas rêver beaucoup de monde. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a abordé avec un regard assez neuf, en tout cas assez rafraîchissant. Et moi, je suis content, en tout cas, de t'avoir reçu sur le plateau. Moi, écoute, je suis ravie que tu m'aies invitée pour ce thème parce que c'est vrai que j'interviens d'habitude dans des domaines un peu différents. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de partager, que tu m'invites pour partager cette vision de cette activité et de discuter avec un professionnel comme toi aussi. Vraiment, voilà, ça a été j'ai passé un très bon moment. Voilà. Eh bien, écoute, c'est partagé. Eh bien, pour finaliser, je dirais, n'hésitez pas, pour tous ceux qui nous suivent, si vous avez des questions à poser à Coralie sur la partie
juridiques, de location courte durée, des conciergeries. N'hésitez pas justement à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Coralie et moi-même, on sera un plaisir de vous répondre. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On en a parlé tout au long de la vidéo. En tout cas, je vous retrouve pour un prochain épisode de Conciergerie de rêve, le talk show. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut Coralie. Bonne soirée à tous. Au revoir, Henrik.